sur Sud Radio. Le débat a déjà commencé. Le débat continue. Ce n'est qu'un début. Continuons le débat. Avec aujourd'hui Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous venez tout juste de publier Le progrès est-il dangereux chez Humaine Science. Humaine Science. Et coécrit avec Catherine Bréchignac, qui est l'ancienne directrice générale du CNRS et secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Bravo. Voilà. Dominique de Montvalon, journaliste politique, bonjour. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Et nous attendons Grégory Tabibian, qui est créateur de la chaîne YouTube Je suis pas content TV. Voilà. Beaucoup de sujets et encore aujourd'hui. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de s'exprimer dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles? De nombreuses voix se sont élevées, toujours dans la tolérance et la liberté d'expression. On en a beaucoup parlé ici, mais on va en reparler aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de choses qui continuent. Voilà, on décide qui décide de où peut s'exprimer le président de la République. Emmanuel Macron était à Rouen hier. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il a bien répondu aux préoccupations des Rouennais? Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on va essayer de reparler du chômage, effectivement, avec ce nouveau coup dur pour les chômeurs, avec le nouvelle directive qui entre en vigueur à partir de demain. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Arnaud, c'est corporate, hein, c'est un... Ah oui, non, c'est très corporate. Moi, c'est un coup de cœur. C'est le 80e anniversaire du CNRS au mois d'octobre. Le CNRS a été créé en octobre 1900. Centre national de la recherche scientifique, qui est un organisme de recherche, le premier organisme de recherche d'ailleurs en Europe, en termes de publication et aussi de personnel. Non, je voulais les saluer parce que c'est un organisme qui a été très souvent très critiqué, mais qui, sur la durée, a réussi à structurer la recherche française dans tous les domaines, puisque sa force, c'est sa multidisciplinarité. Au CNRS, vous trouvez des chercheurs qui peuvent travailler sur la littérature du XVIIe siècle et qui peuvent être des spécialistes de physique quantique, des informaticiens, des gens qui travaillent dans les sciences du vivant. C'est cette diversité qui est intéressante et qui fait que, vraisemblablement, c'est un organisme qui fait partie du patrimoine intellectuel et de recherche français. Et j'en parle d'autant plus que le prochain numéro de la revue Politique et Parlementaire est consacré à la question de la science. Et donc, ça me permet de faire un peu de publicité pour la revue Politique et Parlementaire. La science à l'épreuve de la société. Donc, c'est une vraie question parce que les questions de confiance en la science se posent aujourd'hui. Regardez la polémique sur les vaccins, en est un exemple parmi d'autres. Coup de cœur donc au CNRS pour ses 80 ans. Un coup de cœur également Dominique de Montvalon, un petit peu différent. Coup de cœur à une personnalité. Oui. Madame Lagarde. Christine Lagarde, coup de cœur pour Christine Lagarde. En d'autres temps, morceau de bravoure. Non, pas un morceau de bravoure. De toute façon, il est de bon ton, de façon absolument généralisée à 90%. Dès qu'il est mention d'un quelconque membre j'ai envie de dire avec des guillemets, de l'élite politique, toute tendance confondue, d'en dire pique-pendre et même parfois pire. En d'autres temps, le fait qu'un Français, en l'occurrence même une Française encore plus, soit nommé à la tête d'une institution absolument clé, aurait été salué. Donc j'appartiens sous cet angle-là à l'autre temps. D'accord, donc... c'est surtout qu'elle vient quand même de déclarer que l'Allemagne, qu'en gros il y avait une crise économique sous-jacente, parce que l'Allemagne ne s'endettait pas. Et cette espèce d'éloge de l'endettement de la part d'une banquière centrale, d'abord c'est pas dans son mandat de le dire, et deux c'est quand même curieux. Parce qu'aujourd'hui, qui que ce soit qui dise quoi que ce soit, de toute façon, l'ensemble des commentateurs expliquent ce qu'il aurait dû dire. Non mais Dominique, il y a un mandat fixé par les traités, il y a un mandat de la BCE fixé par les traités. C'est autre chose que l'avis sur est-ce qu'on parle de la valeur actuelle ou pas. Les journalistes et les commentateurs ne donnent pas aux différents intervenants des petits qui fait l'éloge de l'endettement, voilà me paraît curieux pour se faire applaudir. Voilà. Qui doit dire quoi? Mais oui, c'est comme ça partout. Grégory Tabibian, vous nous avez rejoint. On va passer au coup de cœur d'Éric. Oui, alors moi j'ai un coup de cœur parce que très souvent je dis du mal de la justice et aujourd'hui je voulais en dire du bien. Et oui Dominique, j'ai pris des médicaments ce matin. Moi j'en dis du mal. Je vais dire du bien, voilà. Et alors je ne veux pas dire du bien du directeur de cabinet du ministre de la Justice qui a en effet demandé à avoir les estimations électorales de LREM pour savoir s'il allait annoncer des suppressions de juges d'instruction dans les villes en ballottage ou pas. Je voulais dire du bien du parquet national antiterroriste qui a refusé de se saisir
de l'affaire du déséquilibré qui a tiré 2 coups de feu devant la mosquée de Bayonne. Et je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que ça rééquilibre un peu les choses. Moi, j'étais un peu ulcéré de voir que lorsqu'il y a des déséquilibrés qui tuent au nom de l'islam, il y a une espèce de bronca immédiate pour dire c'est forcément un déséquilibré, ça ne peut pas être. Voilà. Et là, on a eu l'exemple contraire, c'est-à-dire dès qu'il y a eu cette attaque tout à fait scandaleuse devant la mosquée de Bayonne, on s'est précipité pour c'est forcément l'extrême droite qui. Et je trouve bien qu'à un moment donné, on ne soit pas dans cette inégalité systématique de traitement et que la justice parvienne encore à faire son travail sur un certain nombre de sujets. Alors Grégory, vous êtes en lien, voilà. Moi, je suis en retard, donc c'est pas grave. Mais non, mais il vaut mieux parler avant. C'était le même. C'était pas tout à fait le même, si. C'était quasiment le même, sauf qu'il y a eu tout de suite ceux qui nous expliquent depuis des années que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, dès qu'il y a un attentat, ce n'est jamais de l'idéologie, ce n'est jamais la faute des idées, ce sont toujours des déséquilibrés. Là, on ruinait 20 ans de discours, pas d'amalgamiste en 2 minutes, en disant ah bah non, là c'est Éric Zemmour, parce que c'était quand même très spécifiquement visé sur Zemmour. Quand je vois Brossat qui dit c'est la pensée de Zemmour qui a. Alors à ce moment-là, je veux bien, mais si c'est la pensée de Zemmour qui est responsable de ça, alors les antifas qui cassent, c'est Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, si on en est à faire des catégories aussi grosses, dans ce cas-là, c'est vrai. Dans ce cas-là, voilà, à savoir que moi j'ai vu quand même pas mal de photos du type où il postait devant des drapeaux américains, très trumpistes, très tout ça. Éric Zemmour a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, mais on peut quand même pas dire que ce soit un ultra-atlantiste pro-américain. Donc mais c'est la même famille, c'est l'extrême droite, on sait pas, donc il n'y a pas de nuance. Mais il y a assez peu de nuances. Il y a très peu de nuances, mais dans l'autre sens, il faut en avoir. Donc voilà. Alors que là, en plus, c'était. Si je dis pas de bêtises, il dit avoir agi pour venger Notre-Dame, ou je sais pas quoi. Donc en plus, là, on est dans l'irrationalité. Mais non. Il semblerait que cet homme de 87 ans ait toute sa tête. Alors, moi, on va parler dans un instant de l'interview d'Emmanuel Macron accordée à Valeurs Actuelles. Et je voulais, avant, parce que ça a suscité évidemment, enfin pas évidemment d'ailleurs, ça a suscité un très grand nombre de réactions. Et pourquoi un journal d'extrême droite, etc. Donc là aussi, il y a eu des gens qui disent à qui le président est autorisé à parler. Et hier, Charlie Hebdo a été particulièrement attaqué après une de RIS. RIS, je rappelle, qui a été blessé. Il y a eu des morts à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, si on s'en souvient. La une, c'est la République islamique en marche avec des femmes voilées qui sont derrière Emmanuel Macron, qui dit « ce n'est pas mon affaire ». Je rappelle que Charlie Hebdo est un journal satirique, que ce sont des dessinateurs. Et là, on a eu droit à un déferlement de vomi. Pardon, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Si. On a un journaliste de Télérama, Samuel Gontier, hashtag je suis Charlie, hashtag je suis Valeurs Actuelles, hashtag je suis présent. Axi Maxime qui nous dit la une. Je suis partout. La une de Charlie Hebdo juste après un attentat contre une mosquée, c'est une salle d'applaudissements à destination des terroristes d'extrême droite. Qui se rappelle quand Charlie Hebdo faisait pas des unes dignes de l'extrême droite. Bref, ça a été vraiment un déchaînement de haine. Certains regrettant même que les armes se soient enrayées ou que le temps ait manqué pour terminer le travail. Beaucoup de gens étaient Charlie et ne le sont plus et ont oublié que voilà, ils attaquent un petit peu tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, Dominique. Ça me consterne. Ouais. Et ça ne m'étonne pas. Bah oui. Non, mais il y a une hystérisation de la gauche parisienne qui est très frappante. T'as Abou Haf, les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation. Cessons de commenter leur une dégueulasse, ils cesseront d'être. Bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Arnaud Benedetti, parlez bien dans le micro. Tout le monde peut s'exprimer. Donc à partir de là, sur Twitter, c'est surtout des réactions qui, me semble-t-il, proviennent de Twitter. Donc c'est un espace public qui permet la libération de multiples paroles. Et c'est en effet consternant, mais ce n'est pas surprenant. La difficulté, c'est que finalement, on a un débat public où la tolérance recule de plus en plus. C'est pas la liberté d'expression qui recule. Non, c'est la parce tolérance. Parce qu'on s'exprime toujours aussi librement, mais c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'en fait, on n'accepte pas les arguments des autres. On peut ne pas être d'accord, mais les accepter. Et on est tout de suite dans l'invective et dans des campagnes qui sont des campagnes totalement hystériques de dénonciation, voire de délation médiatique qui, finalement, je veux dire, laissent de côté toute argumentation et contre-argumentation qui sont les règles, je le rappelle, d'un débat public sain et apaisé. Voilà. On ne
ne peut plus discuter. Ouais. C'est ça la réalité. Sauf que Twitter, on dit, tout le monde peut s'exprimer. Là, on a des journalistes, on a des responsables politiques, on a Yann Brossat qui s'exprime sur l'interview. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric. Il y a une forme d'intolérance aujourd'hui d'un camp qui se veut, ultra progressiste et qui n'accepte pas finalement les arguments qui viennent de l'autre côté. C'est une vraie difficulté. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera de valeurs actuelles, mais qu'est-ce que ça veut dire qualifier de valeurs actuelles d'hebdomadaire d'extrême droite? Qui est autorisé à dire que Valeurs Actuelles est un hebdomadaire d'extrême droite? Grégory Tabibian sur... Moi, j'avais vu des trucs assez dingues. J'avais vu passer les gens qui disaient je ne savais pas que Minute faisait des caricatures sur ses unes, des trucs délirants. Et c'est pas tant qu'il y a même... Il y a un truc que je me permettrais de rajouter, parce que là, je parle en tant que ma profession, c'est-à-dire humoriste au départ. C'est dur par les temps qui courent. Voilà. Et en fait, vous disiez, il n'y a plus de tolérance pour les arguments d'en face. Mais ce n'étaient pas des arguments, c'était des caricatures satiriques. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de reconnaissance. Et ça, c'est Dieudonné a servi à ça. Hein. Il a servi aux politiques de ça. On ne reconnaît plus aujourd'hui que, particulièrement quand on fait de l'humour politique ou qu'on fait de la caricature ou de la satire politique, que c'est de l'humour. Que c'est de l'humour. Ça s'appelle de et l'humour. C'est obligatoirement de l'argumentaire. C'est qui du coup devient très pauvre puisque le principe de la caricature, c'est d'être caricatural. C'est du second degré. Et il n'y a plus cette reconnaissance d'un statut particulier au trublion, à l'éditorialiste, à l'humoriste, etc. Et je trouve ça un peu effrayant parce que il y a eu aussi une grosse récup de toutes ces histoires de harcèlement. On a pris des gens qui faisaient des blagues pas forcément très à droite pour tout de suite dire que c'est de l'apologie d'eux. Le travail de caricaturiste, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est vu systématiquement comme une roublardise de la part de celui qui le fait, qui se cacherait derrière pour pouvoir dire des choses qu'il n'aurait pas le courage de dire. Je pense que les gens qui bossent à Charlie ne se privent pas de dire ce qu'ils pensent quand on leur demande. Non, mais c'est marrant que ça, en plus, la réaction... Sur Charlie, quand même, et sur la violence des réseaux sociaux. Il faut quand même préciser que tout ça ne naît pas non plus de protestation spontanée. Il y a des campagnes dites d'astroturfing, c'est-à-dire des internautes qui sont payés pour créer plusieurs dizaines de comptes, de faux comptes sur les réseaux sociaux, et qui sont payés pour faire des campagnes de dénigrement. Ça a très bien marché, par exemple, au Maroc l'an dernier, contre Danone, qui a été boycotté grâce à une campagne de ce type. Et c'est évident aujourd'hui que le Twitter français, il est pollué par de l'astroturfing salafiste. Et dès qu'il y a une personnalité ou un journal qui se permet d'avoir quelque chose qui est susceptible de nuire à la théorie de l'islamophobie grandissante, il y a une campagne d'astroturfing, c'est-à-dire des comptes avec des gens qui ont 3-4 abonnés, c'est-à-dire des comptes qui ont été créés le matin même et qui font une déferlante, qui se renvoient les uns les autres et qui modifient le cours des algorithmes Twitter pour faire monter le sentiment d'une haine massive. Et cet astroturfing-là, je pense qu'il faudra tôt ou tard le réglementer et le punir très largement, puisque tout le monde se demande d'où vient l'argent. C'est compliqué de le faire pour LREM. 40% de faux comptes. LREM, c'est 40% de bots. Et Ismaël Émélien a été le théoricien pour La République En Marche de cette pratique, mais qui aujourd'hui est une terrible tenaille, parce que on voit bien que il y a, dès que vous êtes dans le scope sur une affaire, par exemple, où vous critiquez l'islam, vous avez des centaines de faux comptes qui viennent vous polluer et qui mettent en place une campagne de haine. Quand même qu'il faut dire une chose, c'est que je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'effet sur l'opinion publique. Quand on regarde, c'est un monde à part, je pense que ça a peu d'effet sur l'opinion publique. D'ailleurs, regardez la question de l'islam aujourd'hui. Regardez la façon dont les études d'opinion montrent qu'une majorité de nos compatriotes se posent des questions quant notamment au respect de la laïcité. Vous voyez bien que ce type de campagne, qui est certes extrêmement virulent sur les réseaux sociaux, extrêmement virulente sur le plan médiatique, finalement a pratiquement peu d'impact sur les opinions publiques. Les opinions publiques sont quand même beaucoup plus résilientes qu'on l'imagine. On se retrouve, on continue ce débat dans un instant, et on va reparler évidemment d'Emmanuel Macron et de son interview Valeurs Actuelles. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de parler d'immigration à Valeurs Actuelles? A-t-il eu raison même tout simplement de donner une interview à Valeurs Actuelles? De nombreuses voix se sont élevées. Yann Brossat, 3 jours après un attentat contre une mosquée, le président de la République choisit de s'exprimer dans Valeurs Poubelle, magazine spécialisé dans la haine anti-musulman. Un crachat
visage de ceux qui subissent la haine au quotidien. L'Obs qui tweet « Emmanuel Macron a accordé une interview exclusive à Valeurs. C'est la première fois en France qu'un président en exercice s'entretient avec un média d'extrême droite. » Daniel Obono, avec cet entretien, il met en œuvre sa stratégie visant à être face à Madame Le Pen. C'est un concentré de propos caricaturaux. Bon, elle parle du fond, sur des thématiques d'extrême droite que lui et son gouvernement répètent depuis des mois. Du coup, qui a le droit de parler à Valeurs Actuelles, qui n'a pas le droit? Non, mais je crois qu'Arnaud, moi, il me semble avoir écrit, mais je me souviens pas de tout. Je crois que j'ai écrit pour Valeurs Actuelles. Moi, j'ai écrit régulièrement dans Valeurs Actuelles. Je me souviens, j'avais pas perçu que c'était d'extrême droite. J'avais perçu que c'était un peu de droite, mais pas d'extrême droite. Et je trouve, si vous voulez, on voit bien, je pense que c'est une erreur tactique d'utiliser ce genre d'argument, parce que qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils disent il y a un jeu démocratique, et dans ce cadre, Valeurs Actuelles a le droit de s'exprimer, mais il y a un jeu aristocratique où nous disons qui a le droit de participer au débat ou pas. Et soit Valeurs Actuelles est une publication interdite et on le fait interdire, soit Valeurs Actuelles n'est pas une publication interdite et il n'y a pas d'obstacle à ce que le président de la République donne une interview à Valeurs Actuelles comme à d'autres médias ou d'autres supports. Il y a un rejet dans la société française de cette mentalité aristocratique qui consiste à dire, bien entendu, liberté d'expression, etc. Mais nous, on va bannir ceux qui ne respectent pas le protocole que nous avons décidé entre nous. Et il faut comprendre, je pense qu'il faut que des médias comme nous, le Nouvel Obs, comprennent qu'il y a un rejet viscéral de cette logique de bannissement dans l'opinion publique. Et ça se terminera mal, parce que l'intolérance à ce bannissement, elle est grandissante dans la France silencieuse. Arnaud Benedetti, en termes de communication politique... le médium, comme disait un sociologue de la communication des années 60 qu'on a un peu oublié, McLuhan, le médium, c'est le message, en l'occurrence. C'est clair. Mais c'est habile de sa part. Finalement, il va s'adresser à des lecteurs qui sont favorables à un durcissement des politiques publiques en matière d'immigration. Donc, je trouve que la façon d'ailleurs dont il justifie lui-même sa propre communication est de ce point de vue-là tout à fait pertinente et intelligente, en l'occurrence. Donc, on peut pas reprocher à un président de la République de s'adresser à tous les Français et en utilisant les médias qui sont des médias qui participent au débat public. Je rappelle encore une fois que Valeurs Actuelles n'est pas un média d'extrême droite, contrairement à ce qu'on dit. C'est une appellation qui est infamante pour Valeurs Actuelles. Et c'est un média conservateur, parfois qui peut, avoir, disons, une coloration pour certains esprits malveillants ou bienveillants, un peu réactionnaires, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas un média d'extrême droite. Un média d'extrême droite, ça serait un média antisémite qui remet en cause des institutions de la République. Où on a vu que Valeurs Actuelles était antisémite et remettait en cause les institutions de la République. Nulle part. On parlerait de Rivarol, ça serait autre chose, en l'occurrence. Mais là, Valeurs Actuelles n'est pas un média d'extrême droite. Et sur le plan de la communication, je trouve qu'en effet, c'est plutôt assez habile. Oui, Dominique de Montvalon, vous l'avez apporté, vous l'avez retourné, comme on retournerait Playboy ou un journal un peu pornographique. Je vous taquine. Je reconnais votre esprit provocateur et surtout votre taquinerie. Ça, je la salue. Parce que ce n'est pas ça qui nous étouffe, l'esprit, une certaine distanciation. Évidemment pas, je l'ai acheté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis d'accord avec d'abord tout ce qui a été dit. Alors, je ne vais pas paraphraser. Mais je vais dire une chose. J'ai acheté parce que c'est toujours la même histoire. Ceux qui parlent, je ne parle pas d'ici, ne l'ont pas lu. Ceux qui parent n'ont rien lu. Absolument. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'interview. Il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. Je suis désolé. Non. C'est une interview. D'abord, c'est pas une interview, c'est un dialogue entre Louis de Ragnel et Emmanuel Macron. Si on a bien compris. Dans l'avion. C'est sur 12 pages. Moi, je veux dire, tant pis, combien même serais-je ici ou vis-à-vis des auditeurs complètement minoritaires, j'ai trouvé ça remarquable et passionnant. Remarquable et passionnant. Alors, si au travers, appelons ça une interview, si au travers d'une interview, on imagine une demi-seconde que le problème considérable de l'intégration, de l'immigration, etc., doit être résolu, il faudrait d'une confondante naïveté. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça passionnant, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, de la part de Louis de Ragnel, qui en l'occurrence conduit le dialogue, qui n'est pas une interview, il y a un respect, une prise en compte et un respect de ce que dit Emmanuel Macron. Et par ailleurs, il faut que
ceux qui sont intéressés, je suis désolé, j'ai pas d'intérêt à Valeurs Actuelles, mais achètent le journal pour le voir. Il explique lui-même qu'il n'est pas d'accord. Il explique qu'il n'est pas c'est du journalisme, ça fait plaisir. C'est l'inverse de ce que disent tous ces sectaires qui se multiplient à l'infini en les expliquant. Et alors, je voudrais juste ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui les dérange en disant il n'aurait pas dû parler à Valeurs Actuelles? J'en sais rien, j'ai découvert ça avec surprise hier. Et je répète, je trouve ça très intéressant. Mais qu'est-ce qui les dérange? C'est pas le fait en apparence, c'est le fait qu'il ait parlé à Valeurs Actuelles, puisqu'il ait parlé immigration, immigration à Valeurs Actuelles. Oui, d'immigration, d'accord. Bon, il aurait dû parler des chiens et des chats, j'en sais rien. Bon, non. Qu'est-ce qui les dérange? C'est que il brise la novlangue. Au travers du dialogue avec Ragnel, il admet un certain nombre. Alors après, on peut dire qu'il ne va pas plus loin que le formuler, etc. Il admet un certain. Ça a fait hurler une certaine bien-pensance, je l'appelle associative et de gauche, le fait qu'on ne puisse pas parler des choses. Et non mais attendez, moi comme je retourne pas à Valeurs Actuelles sur la table du studio, je lisais, je l'ai lu en entier. J'ai lu en entier dans le chemin. Ici, j'espère ailleurs. Mais je l'ai lu en entier. C'est pas, ça fera pas une date dans l'histoire du journalisme, mais c'est sympa. C'est sympa. Il y a deux points de vue. Sympa, je sais pas si c'est le mot, c'est. Mais attendez, je vois, attendez, c'est l'excommunication permanente, c'est le sectarisme sans arrêt, c'est l'intolérance proclamée. Non mais attendez, c'est insupportable. À ce moment, je vous dis que j'ai pas vécu ça pendant très longtemps. Vous êtes très en forme. Grégory Tabibian, vous allez avoir la parole dans un instant. On marque une petite pause. 0826 300 300. On vous attend. On aura Nicolas également qui veut réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Je suis avec Arnaud Benedetti, Dominique de Montvalon, Grégory Tabibian et Éric Verhaeghe. Grégory Tabibian, donc sur cette levée de bouclier après l'interview accordée par Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles, vous en pensez quoi? C'est incroyable. Déjà que, bon, on est tous d'accord que c'est un coup de com', en vue de récupérer un électorat qui ne récupérera jamais. Oui. Il y a divergence d'interprétation. Les gens, c'est peut-être sans conséquence, c'est un autre problème. Il y a une polysémie de l'acte. Les gens sont là. Il a donné une interview dans un média d'extrême droite. Donc encore une fois, à ce moment-là, va falloir trouver. Je ne sais pas ce qu'est Rivarol et ce qu'est Minute. À ce moment-là, il faudra trouver ce que c'est. Parce que si VA c'est de l'extrême droite, du coup, il va peut-être falloir trouver une autre catégorie politique. Quoi qu'ils avaient essayé ultra droite à un moment, qui était le truc. Mais veut dire, les gens parlent de la couverture du nom du magazine, mais pas de ce qu'il dit dedans. Enfin, je veux dire, j'ai fait une interview à Valeurs Actuelles, je veux bien. Mais alors attention, moi j'en ai noté quelques-unes. Je veux lutter de toutes mes forces contre les amalgames. Je ne refuse de parler de racisme anti-blanc car c'est une dialectique mortifère. Dire. Il tient pas un discours de droite dedans. Faut arrêter. C'est là qu'il y a erreur. Ne pas tomber dans le piège du communautarisme. Tout à fait authentique. Je ne dis pas qu'il tient un discours de droite, mais vous ne pourriez pas prétendre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, donner la tonalité de cette interview. Cette interview, vous verrez, au-delà de la référence à Valeurs Actuelles, elle va continuer à faire des vagues parce qu'elle prend de plein fouet la pensée officielle d'une certaine gauche, d'une petite fraction de la droite et du gros du milieu associatif. Probablement. Alors, on est d'accord, mais il récupère. Qu'on peut rendre à Macron, ou en tout cas le coup de chapeau qu'on peut lui donner, c'est que ce gars a un flair, et je pense qu'il a flairé qu'il y a une distorsion grandissante entre l'establishment qui dit qu'il ne faut pas leur parler, et ce qui fera le vote de 2022. Je pense que Macron, il a senti que le pays réel, pour reprendre une expression urticante, est aujourd'hui beaucoup plus proche de Valeurs Actuelles qu'il ne l'est du Nouvel Obs. Et il l'a flairé. Et ça, c'est probablement le coup de chapeau qu'on peut lui donner. Michael demande pourquoi, si on veut parler à tous les Français, ne pas faire un 20h pour expliquer sa vision de la laïcité et de l'immigration. Manque de courage. En faisant cette interview, il dit le journal que ne lise que l'oligarchie médiatique et politique. Non, il y a des vrais gens qui lisent Valeurs Actuelles et qui lisent encore les journaux papier. Mais c'est vrai que
on attend peut-être à 20h ou quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, non ? Non, mais par contre, il est quand même, au-delà du fait du choix de valeur actuelle, qui me paraît encore une fois un choix tout à fait compréhensible dans sa stratégie de communication politique. Là où je rejoins ce que dit Éric, c'est que le discours en tant que tel est un discours qui, même si il fait de temps à autre quelques clins d'œil à une droite un peu plus, j'allais dire, vertébrée sur ce type de questions, il n'en demeure pas moins que il est assez inaudible. Moi, je le trouve assez inaudible dans la position qui est la sienne quant à la laïcité, quant à la politique migratoire. Il dit un peu tout et son contraire. Si vous voulez, c'est les limites du en même temps. On peut faire du en même temps, encore une fois, sur les questions économiques et sociales, et là, ça fonctionne plutôt. En tout cas, ça fonctionne tactiquement. Mais sur cette question-là, qui est une question hyper clivante, et où quand même l'opinion publique demande aujourd'hui, il suffit encore une fois de voir les études d'opinion, des actes, et non pas des paroles, je trouve qu'il est extrêmement ambigu, extrêmement ambivalent. Alors évidemment, il fait parfois référence, je crois qu'il parle de droit de l'homisme dans l'interview. Droit de l'homisme, c'est très connoté. Non, mais vous savez, c'est une expression qui a été inventée par Jean-Marie Le Pen dans les années 80, les droits de l'homisme. Donc il fait référence là, en l'occurrence, véritablement à une sémantique qui, elle, pour le coup, est très connotée. Ça, c'est une chose. Mais quand on regarde sur le fond, le fond de son discours, in fine, il est dans une forme d'immobilité par rapport à cette question-là, qui me paraît encore une fois fort peu susceptible de retourner non seulement le lectorat de valeur actuelle, mais également la grande majeure partie de l'opinion publique. On a Nicolas en ligne avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Écoutez, moi, je trouve que c'est une excellente idée du président. Je ne suis pas voté pour lui, mais il a eu le bénéfice, ce président, d'avoir su ringardiser la parole politique de beaucoup de monde dans la classe politique française, ce qu'on appelle l'établissement. Et il le fait encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a une véritable inquiétude française sur le peuplement de la France. Et il ne faut pas laisser la parole à des personnes qui n'ont pas d'idées dessus. Il a le mérite d'avoir affirmer ses idées dans un journal politique. Valeurs actuelles, c'est un journal politique que je ne lis pas. Ce n'est pas mes idées, mais en attendant, il est courageux parce que il va parler à certains électorats, à un certain public. Et pour moi, il affirme l'idée que si on est inquiet aujourd'hui pour l'avenir, c'est parce que nous avons des problèmes économiques et que c'est le vrai sujet et que la vérité de la différence, de savoir s'il y a trop de musulmans ou trop d'Italiens ou trop de je ne sais quelle origine en France, c'est pas vraiment le sujet. Et il recentre les choses et quelque part il est courageux et je crois que tous ceux qui surréagissent, c'est un petit peu la stratégie. Quel parti politique en France a l'audace de parler au Rassemblement national en fait, avec des idées progressistes. Qu'est-ce que ça veut dire être progressiste aujourd'hui? Voilà. Et je trouve que le président, il s'affirme. Il a, excusez-moi, j'allais pas être vulgaire, mais il en a. Voilà. On a compris le message. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Vous vouliez ajouter quelque chose, Grégory? Tabibien? Cet auditeur nous dit il a affirmé quel était son point de vue sur l'immigration, sur l'islam radical, sur plein de trucs. Donc, lequel est-il? Parce que moi, je n'en ai toujours aucune idée. Il fait un grand écart permanent, je veux bien, mais au terme de la lecture, je n'ai pas l'impression de connaître les idées d'Emmanuel Macron. Non. Le seul mérite, c'est qu'il parle du sujet. C'est dans ce sens-là où je disais qu'il n'avait pas apporté grand-chose de plus dans cette interview. Mais c'est un peu pas parce que sa majorité l'ampleur et la violence des réactions que provoque cet échange dans Valeurs Actuelles dans une large fraction de la société française, y compris dans le milieu des élites, montre que les banalités que vous déplorez, enfin, vous employez d'autres mots, mais c'est de l'eau tiède. En gros, je lutte de toutes mes forces contre le communautarisme. Ça doit être un tout petit peu plus compliqué que ça. Non, je pense que c'est uniquement le support, c'est Valeurs Actuelles qui les a défrisés pour parler. Il n'y a pas que le support. Attendez, de dire, je lutte de toutes mes forces contre le communautarisme. Je ne souhaite pas tomber dans le piège communautarisme égale islam. Il n'y a pas grand-chose de très concret. S'il s'agit d'imaginer qu'il allait rejoindre les thèses de la droite, la question n'a absolument aucun sens et c'est pas le cas. Bon, il est dans l'entre-deux, qui est fustigé par 60% des Français depuis qu'il est élu président. Ça change pas, donc ne le découvrons pas à cette occasion-là. Cela dit, c'est pas indifférent et à la limite, j'ai presque envie de dire qu'il va le payer.
mais pas côté gauche. Oui, je ne sais pas, parce que dites, oui, ce que reprochent les gens, c'est pas tant qu'il ait fait valeur actuelle en soi que ce qu'il peut dire dedans, mais dans les tweets qu'on a vus tout à l'heure... c'est plutôt ça. Mais les gens, ils disent rien. C'est des gens du milieu parisien qui réagissent à coups de tweets. Oui, mais même sur la plupart, sur les réseaux sociaux... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai vu justement personne dire tel propos dans l'interview de valeur actuelle. Ils l'ont pas lu. Ils n'en parlent pas. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va parler toujours d'Emmanuel Macron, qui était en visite surprise à Rouen, qui a cherché à rassurer la population. Il a été hué, il a été interpellé par de nombreux habitants. Il s'est rendu dans cette ville un mois après l'incendie de l'usine qui a explosé et qui a été évidemment à l'origine d'une pollution inquiétante, l'usine Lubrizol. Je vous propose d'écouter un extrait d'un de ces échanges. Président. C'est la CAF et vous montez les allocations logement pour les ministres de 900 à 1200. C'est une honte. Mais madame... Vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur le pays pour défaire une guerre civile et on le sait tous. Alors, voilà. Ceux qui ne savent pas sont pas conscients. Donc il a été interpellé un peu sur tous les sujets et puis également sur Lubrizol. C'était votre présence qu'on attendait. Le premier jour, dès les premières heures, c'était votre présence. Vous savez, vous avez une fonction qui rassure. De par votre statut, de par votre... Vous rassurez les gens. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Mais quand la situation est en train d'être réglée, parfois on confond un peu tous les temps. La situation était en train d'être réglée. Le président ne peut pas, dès qu'il y a une situation de crise, s'y précipiter. D'abord parce qu'il entrave le bon fonctionnement du service de l'État. Quand le président arrive, le préfet et ses services s'occupent du président. Mais fait aujourd'hui, s'occuper de la population. La priorité, c'était s'occuper de la population du risque. Ça, je veux bien qu'on me fasse tous les procès. Très sincèrement, je ne pense pas que c'était ni mon rôle ni la situation de la faire. Voilà. Est-ce qu'il y est allé trop tard, à votre avis, Grégory Tabibian? Là, il est en train de nous dire qu'il n'y est pas allé plus tôt pour protéger les Français. Pour que le préfet puisse s'occuper des gens au lieu d'assurer sa sécurité. C'est ce qu'il vient de dire, c'est ça son argument. Oui. C'est incroyable. Non, vous êtes humoriste. Il faut rappeler chronologiquement. Franchement, c'est ce qu'il vient de dire. Non. Si, c'est ce qu'il a dit. C'est plutôt que de mettre des gendarmes pour me protéger, il valait mieux les mettre en réserve pour intervenir. Ce qu'il faut rappeler, et je crois que c'est là qu'il y a une hypocrisie de sa part, c'est que ce jour-là, il était prévu qu'il aille à Albi faire un grand débat sur la retraite. Et qu'on a annoncé la mort de Jacques Chirac le matin. Et qu'il a annoncé le report d'Albi parce qu'il voulait se consacrer aux obsèques de Jacques Chirac. Et ce que les gens de Rouen ont entendu, c'est il y a les problèmes de Bouzeux qui sont les nôtres, et puis il y a le discours du président pour la mort de Jacques Chirac à Paris, qui est beaucoup plus important que nos problèmes quotidiens. Alors, l'arbitrage politique ce jour-là, moi je peux comprendre que le président dise, il a fait un discours d'ailleurs très médiocre sur la mort de Chirac, mais c'est une erreur psychologique, parce qu'une fois de plus, on a donné le sentiment que les questions de protocole parisien étaient beaucoup plus importantes que les Français qui étaient exposés à un danger industriel. Non, le problème, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en effet, la mort de Chirac a vraisemblablement quelque part perturbé la communication du gouvernement sur cette affaire, et surtout a suscité vraisemblablement, d'ailleurs, il y avait un expert qui le disait devant la commission d'enquête parlementaire au Sénat il y a, je crois, une semaine, a suscité et a généré un certain nombre de thèses complotistes sur finalement on nous cache quelque chose, la communication n'est pas transparente, vous voyez, on en fait des tonnes et des tonnes sur Chirac, mais in fine, c'est pour éviter de parler de ce qui se passe à Rouen. Il y a eu un contexte qui n'a pas favorisé la communication du gouvernement là-dessus. En même temps, le gouvernement et les pouvoirs publics ont une communication qui était particulièrement anxiogène. Parce que quand, d'un côté, vous avez un préfet qui vous dit « circuler, il n'y a rien à voir, la qualité de l'air... » Dès 10h du matin, finalement, la qualité de l'air est la même que celle avant de l'explosion. Je caricature un peu, mais c'était à peu près, en tout cas, ce qu'ont entendu les gens sur place là-bas de manière locale. Et le ministre de la Santé. Nous sommes à un niveau habituel de qualité de l'air à Rouen. Oui, avec et les pompiers étaient peut-être malades avant, ceux qui ont été malades. 9 000 tonnes de produits chimiques qui se sont quand même répandus dans l'air. Donc on peut quand même douter de la qualité de l'air à ce moment-là, peu importe. Mais il n'y a pas besoin d'être un très grand scientifique pour, en l'occurrence, avoir quelques doutes. Mais ensuite, vous avez une ministre de la Santé qui, elle, est plus dans un registre, en effet, de prévention et qui vous dit, bon, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire véritablement quels sont les effets sur les populations
population, vous avez une communication extrêmement anxiogène. Et ensuite, en effet, il y a eu quand même un manque de mobilisation des pouvoirs publics. Et alors, c'est pas le président de la République qu'on avait besoin sur place, mais peut-être le ministre de l'Intérieur, il est allé assez rapidement. Mais le ministre de l'Intérieur a tenu un discours en disant tout est sous contrôle. Ouais. Également, qui n'était pas quand même un discours particulièrement rassurant non plus. Il y a eu quand même récemment un retard à l'allumage. Et ensuite, il y a eu une communication mais absolument désarticulée entre l'industriel et les pouvoirs publics qui a créé toutes les rumeurs possibles. Il y avait vraiment un côté Tchernobyl, le nuage passera pas au-dessus. On avait vraiment l'impression de revoir des discours. Mais là, il y est allé et on lui reproche d'y être allé trop tard. Donc, alors, moi, je pense que l'industriel que vient d'évoquer Arnaud Benedetti, à mon avis à juste titre, a été confondant de nullité et c'est même un peu scandaleux. Bon, je ferme cette parenthèse, parlons des politiques. Bien sûr, il y a eu l'épisode de la mort de Jacques Chirac, mais le problème n'est pas là. Ce que certains lui ont reproché hier, c'est d'avoir attendu un mois pour venir. Jacques Chirac, ça fait un mois qu'il est enterré. Bon, autrement dit, là, je pense qu'en dehors du flottement, et c'est peu dire, des diverses communications, pas toujours cohérentes d'ailleurs au début, venant des différents ministres, en dehors de ça, là, pour une fois, c'est moi qui dis pour une fois, il n'a pas été inspiré, il fallait qu'il vienne beaucoup plus tôt, évidemment. Évidemment. C'était trop tard. Les explications qui ont été données sont laborieuses et après coup. Ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'à l'occasion de ce déplacement trop tardif, ressortent de façon virulente bien d'autres sujets. Et que je pense que on a vu la dame qui l'interpellait. Le problème, c'est la température du pays qui est extrêmement glaciale. D'autant plus que Rouen est une zone de très forte mobilisation des Gilets jaunes. Il ne faut jamais l'oublier. Valérie est en ligne. Valérie est en ligne. Vous habitez Rouen, Valérie ? Oui, bonjour. 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 Donc vous habitez Rouen. Vous étiez là quand le président est venu hier ? Non, j'étais pas sur place. J'avais de la famille qui était sur place pour sa venue, mais moi je n'y étais pas. D'accord. Donc après j'ai écouté un peu ce que vous disiez. Donc je vais pas être d'accord avec ce qui a été dit sur l'antenne. Je pense que sous M. Sarkozy, le modèle politique a été totalement changé avec un président qui était présent sur tous les fronts, toutes les lignes, etc., etc. Et que là, on a un président qui revient un peu à l'ancienne et qui fait confiance à son gouvernement et à ses représentants. Sur Rouen, effectivement, il y a eu une catastrophe. Qui est un accident, et ça les gens ont du mal à l'entendre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas M. Emmanuel Macron qui est responsable de l'accident de Lubrizol. Donc ça, il faudrait quand même que les gens l'entendent. Après, que les gens aient peur, c'est normal. Que les gens s'inquiètent, c'est normal. Il y a eu je ne sais combien de points de presse par jour. Il y a eu une énorme communication, même de l'hyper-communication sur ce qui s'est passé. Toutes les personnes qui habitent du Havre jusqu'à Paris sont en site Céveso. Nous sommes au courant. Nous avons des exercices de confinement. Nous avons des exercices dans les écoles. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe quand même à côté. Après, le président est venu hier. Il a fait son travail en venant hier. Moi, à mon sens, il serait venu avant, vu, comme vous l'avez dit, l'ambiance actuelle avec les gilets jaunes, avec tout ce qui se passe. Les gens étaient dans la peur, donc dans la colère. Ça aurait été contre-productif qu'ils viennent avant. Par contre, mais est-ce que ça n'aurait pas rassuré les gens, ce que lui dit, je ne sais pas si vous avez entendu ce son qu'on a passé, cet extrait, s'il était venu plus tôt, peut-être pas tout de suite effectivement, mais quand même 4-5 jours après, de dire le président de la République vient à Rouen, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Ça aurait coupé court à toutes les polémiques et toutes les idées complotistes. Voilà, venir plus tôt, c'est tout. Les gens sont dans la polémique, donc qu'ils viennent de toute façon 48 heures après, 72 heures après, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, ce qui est déplorable, par contre, c'est que effectivement, alors il y a beaucoup de personnes qui regardent le JT, voilà, sur TF1 notamment, c'est quand même, je dirais, le journal le plus regardé. Effectivement, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on a passé 10 secondes sur Lubrizol et l'après-midi entière sur le décès de Jacques Chirac. Là, par contre, c'est une énorme erreur des médias. Mais au niveau du gouvernement, toute la classe politique qui doit représenter le président et qui doit être à sa place, est venue sur place. Après, ça aurait peut-être plu à une partie de la population qui est en avant. Il n'est pas chimiste. Non, mais c'était le symbole. Vous savez bien qu'en politique, il y a des symboles aussi. Que le président vienne dans une ville où on craint qu'il y ait une pollution toxique, qu'il soit venu, ça aurait, je pense, quand même permis de rassurer. Bon.
Pardon Valérie, on est obligé de marquer une pause. Merci de nous avoir appelés. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va parler de l'assurance chômage. Demain, vendredi 1er novembre, les premières mesures concernant l'assurance chômage entrent en vigueur. Il faudra avoir travaillé davantage pour prétendre à l'allocation chômage. 710 000 personnes seront concernées selon les estimations de l'UNEDIC. Et puis, il y a évidemment pour les cadres que ça va commencer à être compliqué puisque la réforme comprend l'instauration de la dégressivité des allocations en ce qui les concerne. Et toutes ces mesures sont censées inciter les chômeurs à retrouver plus facilement du travail. Quand on sait que les cadres sont en général ceux qu'on vire le plus facilement... Si, non ? Il y a très peu de cadres au chômage. Il y en a beaucoup qui se font virer, mais oui, il y en a beaucoup ils retrouvent plus facilement du travail. Ça dépend de l'âge, non ? Je pense aux seniors. Plus de 65 ans. Non, on est seniors à 40 ans dans les entreprises, je vous signale. Donc, pour Laurent Berger, cette réforme va avoir des conséquences désastreuses sur les demandeurs d'emploi. Lui, il estime que ce sont 1,4 million de demandeurs d'emploi qui vont être touchés, certains par moins 50% sur leur indemnisation. Ça va créer une trappe à pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme ? C'est-à-dire que ça n'a jamais été caché, puisque l'objectif est d'économiser 4,5 milliards de dépenses entre 2020 et 2022. Donc on sait que l'objectif, c'est de diminuer la dépense chômage d'1,5 milliard par an. Donc il faut bien les trouver quelque part. Donc le gouvernement n'a jamais caché le fait qu'il avait l'intention de diminuer l'indemnisation chômage. Alors après, d'une façon ou d'une autre, mais c'est un objectif qui est affiché, avoué, qui est d'ailleurs voulu par un certain nombre de partenaires sociaux, puisque le régime est en déficit depuis des années et la dette cumulée commence à prendre des proportions proches de 40 milliards d'euros, et comme il y a une garantie de l'État, ça oblige l'État à inscrire ce déficit dans les déficits Maastricht. Donc personne n'a jamais nié l'objectif de diminuer l'indemnisation des chômeurs. Après, et c'est normal ou pas ? Alors là-dessus, c'est vrai que la CFDT était parvenue à obtenir de Hollande un arbitrage qui était: on diminue les déficits de la Sécu, etc., mais on ne touche pas au chômage tant qu'on est en situation de crise. Et l'argument de la CFDT qui a prévalu dans les arbitrages, c'était de dire, puisque la croissance n'est que ce qu'elle est, et dans le post-2008, il ne faut pas frapper le portefeuille des chômeurs, puisque ce sont des catégories les plus exposées au marasme économique. Là, on revient dessus en disant, en réalité, si on paye moins, ils vont retrouver un travail plus facilement. Ça n'a jamais été prouvé, ni l'un ni l'autre n'a été prouvé. C'est-à-dire que les expériences de dégressivité de l'indemnisation chômage qui ont existé dans les années 2000, avant la crise de 2008, ont montré que ça ne favorisait pas un retour à l'emploi. Ce qui favorise un retour à l'emploi, c'est la croissance. Donc en gros, si je résume, c'est pour gagner du pognon que l'État fait ça, très clairement. Pour éviter de taper dans les dépenses de... Attendez, le scandale, c'est qu'on est passé au prélèvement à la source, donc on a supprimé 50% de la charge de la direction générale des finances publiques, et on n'a pas supprimé un emploi. Enfin, je crois qu'on a supprimé 5 000 emplois facialement sur les 120 000 que comporte cette direction. Donc l'arbitrage, il est clair. Pour éviter de taper dans les dépenses publiques, on tape dans le portefeuille des chômeurs. Mais c'est avoué, ça n'a jamais été caché par personne. Ouais. Grégory, c'est ça. Et puis avec ce discours qui construit depuis l'été, selon lequel c'est Sibeth Ndiaye que nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 12 ans et le pouvoir d'achat le plus élevé depuis 10 ans en France. Ouais. C'est étonnant, mais bon, il y a des solutions. Obligé de la croire. Ah non, on n'est pas obligé de la croire, non. Mais bon, les chiffres sont des petits êtres fragiles à qui on fait dire ce qu'on veut. Mais dans le climat actuel et dans le contexte actuel, où il y a eu les gilets jaunes, où il y a des gens qui se plaignent de... C'est la cristallisation qui est... Surtout qu'en plus, la question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que vous répondez aux gilets jaunes ? C'est-à-dire qu'il oui, c'est ça, c'est un peu ça. Il donne l'image d'être de plus en plus antisocial, c'est surtout ça. Et le problème, il est là pour lui. C'est-à-dire que, si vous voulez, la crise des gilets jaunes, elle a fait réapparaître un enjeu qui avait quand même un peu disparu, ou en tout cas qui était plutôt au second plan, c'est ce qu'on appelle la question sociale, de manière parfois un peu pédante, mais c'est quand même ce qu'a révélé la crise des gilets jaunes. Donc, avec les mesures qu'il prend, c'est clair qu'il ne renforce pas la dimension sociale de sa politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comme les résultats économiques quand même se font attendre quant aux politiques publiques qu'il mène, donc si vous voulez, on a le sentiment, en tout cas c'est le sentiment qui peut s'installer dans l'opinion, qu'il mène une politique qui est une politique de détricotage du modèle social sans efficacité économique réelle. Donc ça, à un moment donné,
ça va finir par poser un problème politique. Et d'ailleurs, ça pose un problème politique. Et c'est ça, aujourd'hui, à mon avis, la question essentielle. Ouais. Il y a un risque que la grève du 5 décembre à la SNCF et à la RATP fasse boule de neige. Et jusqu'ici, on y a échappé depuis plusieurs années. Tout le monde craint la convergence des luttes, qui est une espèce d'arlésienne. Mais à force de ne pas y croire, rien n'exclut que tôt ou tard, des gens se disent mais en réalité, on poursuit le même objectif. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on voit que les appareils syndicaux sont dépassés par la base. Parce que toutes les opérations de débrayage que vous voyez sur le terrain sont des opérations de débrayage qui, très souvent, ne sont pas du tout, pour le coup, en l'occurrence, poussées par les syndicats. Mais les syndicats sont obligés de courir après. Et en tout cas, les syndicats sont hors d'état de pouvoir, comme on disait autrefois, canaliser les choses. Parlons même pas de les provoquer, de les susciter au départ, mais de pouvoir les canaliser. Dans l'histoire de la SNCF, on voit bien à Châtillon, c'est Sudrail et même c'est autre chose que Sudrail. C'est même pas Sudrail. C'est les spontanéistes. Mais est-ce que ça va réduire le chômage? Est-ce que ça va... la question c'est est-ce que ça va pousser les gens encore plus dans la précarité? En quoi ça va redonner du boulot? Si réduire le chômage, si les mesures poussent encore plus, se contentent de pousser encore plus de gens dans la précarité, c'est l'explosion assurée tôt ou tard. Enfin là, on est sur le chômeur profiteur. Enfin, c'est un peu ça. Oui, mais l'idée, c'est que le chômage, finalement... Grégory. Mais c'est l'idée qui est véhiculée à travers ça, c'est de considérer que finalement, le chômeur est responsable de sa situation. Oui, c'est ça. Alors, il y a des chômeurs qui sont responsables de sa situation. Le chômeur ne veut pas vraiment trouver un emploi. Il y a des chômeurs qui sont responsables de leur situation, ça c'est vraisemblable. Mais c'est quand même une minorité. Vraisemblablement, ce qui est responsable de la situation, c'est quand même les politiques économiques. Et c'est l'économique et la santé de l'économie. Oui, Grégory, t'habilles bien. C'est ça le discours sous-jacent quand on te dit nous n'avons jamais eu aussi peu de chômeurs depuis 12 ans. C'est donc, il n'y a pas de chômage, ceux qui bossent pas, c'est qu'ils le font exprès. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont se précariser. Ils prendront un petit vélo, puis ils iront chez Deliveroo. C'est la phrase qui tient aux jeunes. Et puis voilà. C'est la phrase qui tient il y a 1 an et demi aux jeunes horticulteurs en lui disant il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Ce qui est sûr, c'est que la réforme de l'assurance chômage, qui aurait dû être faite par les partenaires sociaux et que le gouvernement a nationalisé, elle s'inscrit dans cette logique. Il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Et psychologiquement, c'est très mal expliqué aux gens. Et je pense que, voilà, là aussi, on ouvre une trappe à risque, et pas une trappe à chômage. Ouais. Mais on va voir s'il y a, comme ça a été dit, effectivement, convergence des luttes ou pas. C'est vrai qu'en tout cas, le rendez-vous de décembre est un rendez-vous à haut risque. Voilà, c'est exactement à haut risque. Imaginons que ce ne soit pas le cas du point de vue du pouvoir. Imaginons que ce ne soit pas le cas. De toute façon, le grand rendez-vous sera celui de la présidentielle. Il sera le grand rendez-vous parce qu'il faudra voir quel jugement global, tout compte fait, les Français portent sur ce qui aura été fait en différents domaines et pas seulement ce dont nous venons de parler. Et puis, l'autre chose, c'est de savoir quelle sera l'alternative proposée en face de la politique Macron, parce que c'est quand même aussi c'est là-dessus que s'adosse Macron en partie, c'est Emmanuel Macron, c'est que en face, il se dit que si on dit dans les sondages, il y a 70% des gens qui sont contre, mais quelle est la politique qui est capable de faire surgir une majorité alternative? Et on n'a pas eu le temps d'explorer tous les recoins de ces nouvelles mesures, mais il y en a qui vont être particulièrement compliqués. On dit que tous ceux qui vont avoir droit à une convention de rupture pourront toucher le chômage. Ouais. Sauf qu'il va falloir passer devant 2 commissions, il va falloir prouver qu'on a un projet professionnel sérieux pour les démissions, et réel. Pour les démissionnaires. Oui, pour les démissionnaires. Donc oui, ça va être très limité. L'objectif, c'est 50 000 maximum. Absolument. Merci à tous les 4.